Bonjour à tous. À l'occasion du grand débat organisé par le président de la République en réponse au mouvement des Gilets jaunes et aux revendications exprimées depuis le début du mois de novembre sur les ronds-points et lors des manifestations, les radios et télévisions régionales ont décidé de consacrer ensemble une émission spéciale sur les attentes et les propositions qui ont été formulées lors des débats sur la vie des territoires. Alors France Bleu, Pays d'Auvergne et France 3 Auvergne vous proposent donc de faire le point sur ce grand exercice présenté parfois comme une façon habile de gagner du temps pour calmer la colère des Gilets jaunes. Mais ce grand débat, visiblement, les Français se l'approprient si l'on se réfère au nombre de réunions organisées ci et là, et surtout d'ailleurs par les maires. Et justement des maires, nous en avons trois avec nous comme invités. Louis Chambon, le maire du Falgoux. Bonjour. Falgoux, bonjour. Petite commune du Cantal. Exactement. Pascal Baudelot, le maire de Léna, il y a un X mais on ne prononce pas. Léna, voilà, j'ai tout faux. Dans l'Allier, bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Bernard Boissier, président du collectif de défense et de développement des services publics en Combrailles. Vous n'êtes plus maire, mais vous l'avez été pendant un certain temps. Et de l'autre côté de la table, Flavien Neuvy, maire de Sébaza, conseiller départemental du Puy-de-Dôme. 4 thèmes ont été retenus par le président de la République pour ce grand débat en France du 15 janvier au 15 mars. La transition énergétique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Alors qu'en pensent les Gilets jaunes de tous ces thèmes? La hausse du prix de l'essence était, je vous le rappelle, à l'origine de leur colère en novembre dernier. Je vous propose d'écouter des Gilets jaunes rencontrés la semaine dernière à Thiers dans le Puy-de-Dôme. Moi je dirais pouvoir d'achat, baisse des taxes, donc du coup, qui hérissé, qui donnerait au peuple justement le pouvoir de s'investir dans sa vie politique. La fiscalité, le social, l'écologie, les richesses et surtout que le gouvernement arrête avec leurs privilèges. Au grand débat, les retraités, les bas salaires, qu'ils arrêtent de nous ponctionner, quoi. En fin de compte, je vois la CSG. On arrivait à faire un caddie avec 50 €. Aujourd'hui, c'est même pas la peine d'y penser. Moi, je le sais, je suis maman de 3 enfants, je suis en congé parental et j'arrive même pas à venir aux besoins de mes enfants. On se fout ouvertement de notre gueule. Et ce grand débat-là, je pense qu'il est pour calmer les choses, dire non mais regardez, on est ouvert à la discussion, mais on est ouvert à notre discussion. Ils nous disent ce qu'ils veulent nous dire, mais ils en ont rien à foutre de ce qu'on leur dit, nous, clairement. Alors la première question, messieurs, que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que ce grand débat aura une réelle utilité? Louis Chambon, peut-être, maire du Falgoux. Oui, exactement. Moi, je pense que ce grand débat aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre possibilité, certainement, pour le président de la République, pour gagner certainement du temps que de le réaliser. Après, les attentes des Français aujourd'hui, elles sont quand même connues et reconnues même. Et les Français aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est au-delà du grand débat et de l'exercice du grand oral fait par le président de la République, c'est des actions concrètes pour améliorer leur quotidien. Même question posée à 2 maires qui ont déjà organisé des grands débats. Pascal Baudelot, à l'ENA. Ah oui, moi je pense que c'était très utile d'organiser ces débats, donner la parole aux citoyens et surtout faire les entendre pour faire remonter leurs revendications principales. Et moi je suis à mon 2e débat là hier et les administrés s'approprient véritablement les thèmes, font de réelles propositions concrètes et à nous maintenant de les faire remonter au niveau national. Le premier, vous vous en souviendrez longtemps, hein? Historiquement, oui. Le Premier ministre qui s'est invité vraiment par surprise chez vous? Il s'est vraiment invité par surprise, enfin à mon échelle, oui. Flavien Neuvy, 4 heures de discussion, c'est ça? Oui, j'ai organisé un débat jeudi soir à Sébaza. Ce qui était intéressant au fond, c'est que j'ai trouvé que le débat était constructif, c'est-à-dire que les gens qui ont participé avaient vraiment envie de passer des messages. Et rien que pour ça, c'est bien, parce que ça permet aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de s'exprimer sur des sujets très différents. La vraie question, au fond, c'est de savoir ce qu'en fera le président de la République. C'est-à-dire qu'une fois que ces centaines de milliers de contributions seront remontées, parfois contradictoires, c'est-à-dire que les gens dans la salle, hier, il y en a qui pensaient certaines choses, par exemple sur l'ISF, il y en a qui étaient contre l'ISF, il y en a d'autres qui voulaient le rétablissement de l'ISF. Et au fond, c'est comment le président de la République va sortir finalement de cette séquence-là. Est-ce qu'il va organiser un référendum ou pas? Pour l'instant, on n'a pas trop de visibilité, mais je pense que ce ne sera pas facile parce que du coup, les Français qui ont participé à ce grand débat, ils ont quand même envie que derrière, ça se traduise par quelque chose de concret. Et justement, est-ce qu'ils apportent parfois des solutions? Moi, je vois de votre côté, vous vous occupez du maintien des services publics, on en parlera tout à l'heure, mais
vous attendez de ce grand débat un constat ou aussi des solutions? Alors, Daniel Bido, vous n'organisez pas de grand Daniel débat. Bido, on va l'entendre. Daniel Bido, pardon, Pascal Boissier. Non, pas Pascal Boissier, Bernard Boissier. Voilà, les prénoms sont dans l'ordre. Voilà. Bernard Boissier, vous n'organisez pas de débat en tant que maire, mais vous aviez prévu dans votre association de créer cette dynamique de discussion un peu plus tard. Tout à fait, puisque nous ne croyons pas. Moi, personnellement, je ne crois pas trop au grand débat. Bon, je ne dis pas que c'est inutile, mais un débat, ça doit être au sens large du terme, alors que là, il est quand même un peu biaisé, il est quand même d'une manière restreinte sur 4 thèmes. Et il y a quand même, je pense, d'autres sujets d'importance qui n'ont pas été retenus. Alors donc, nous, de notre côté, au niveau du collectif de défense des services publics des Combrailles, nous allons organiser 2 assemblées citoyennes que nous avions déjà prévues au préalable. Je ne veux pas dire que le président de la République nous a copiés. Mais nous organisons des débats qui seront ouverts à l'ensemble et animés par un universitaire, vraisemblablement. Nous en organisons 2. Un le 1er mars à Saint-Éloi-les-Mines et un autre le 6 mars aux Sancis. Alors Daniel Bido va nous aider à introduire la première séquence de cette émission, la vie au quotidien, et on va parler du pouvoir d'achat. Daniel Bido est administrateur national à l'UFC Que Choisir. Parce que les consommateurs sont vraiment dans des grosses difficultés financières et que l'UFC a démontré au fil de ses enquêtes, au fil de ses études, que ces difficultés n'étaient pas près de s'atténuer si on ne prenait pas des mesures efficaces. L'UFC Que Choisir a chiffré plusieurs mesures qui permettent d'économiser jusqu'à 9 milliards d'euros sans toucher à la fiscalité, ce qui est quand même énorme, mais qui nécessite un certain courage politique. Nous pensons qu'en fait, le consommateur paye beaucoup plus et qu'il perd beaucoup plus d'argent en termes de pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, c'est réellement quelque chose de très important, d'essentiel pour l'UFC Que Choisir, puisque c'est effectivement avec cet argent que les consommateurs peuvent vivre. Alors, l'UFC Que Choisir qui a décidé de lancer, elle aussi, une consultation autour de 12 thèmes autour du pouvoir d'achat et qui estime qu'avec des mesures très simples, on pourrait redonner 320 € de pouvoir d'achat par mois aux ménages français sans toucher aux ressources de l'État. Flavien Neuvy, on en a parlé du pouvoir d'achat dans votre débat, dans votre grand débat? Oui, absolument. C'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des Français, d'ailleurs qui est venu peut-être même un peu plus que le sujet de l'emploi, par exemple, alors qu'on a toujours un taux de chômage qui est extrêmement élevé. Et c'est vrai qu'autour du pouvoir d'achat, bien sûr, il y a la question des salaires qui revient, la hausse des salaires. Et puis, il y a un sujet dont on ne parle pas, par contre, et ça m'a frappé, mais on n'en a pas parlé dans le débat assez basal, mais on n'en parle pas d'une façon générale dans le grand débat, je trouve. C'est qu'au fond, sur ce problème de niveau de vie, on ne parle pas du niveau des prix de l'immobilier, parce que c'est une spécificité très française, même si dans notre région, on peut avoir finalement des prix d'immobilier qui ne sont pas très élevés par rapport à d'autres régions françaises. Quand vous avez un loyer qui vous coûte 600 € par mois, que vous êtes une maman seule avec 2 enfants et que vous avez un salaire de 1 300 €, ça vous prend 50% de vos revenus et derrière, vous n'avez plus grand-chose pour faire les courses, tout simplement. Et c'est vrai que le sujet de l'immobilier devrait être, à mon sens, beaucoup plus au cœur des débats, mais il n'y est pas. Mais le pouvoir d'achat, oui, ça c'est sûr. Alors le pouvoir d'achat va augmenter en 2019. J'ai tendance à me tourner encore vers vous, l'économiste. La question peut être plus générale. Vrai ou faux? Vrai, semble-t-il. Oui, c'est étonnant que ça puisse paraître. Ce qui est très étonnant, enfin pas étonnant, mais ce qui est frappant, c'est que d'un côté, on a ce que dit la statistique, l'INSEE, et l'INSEE dit effectivement le pouvoir d'achat va augmenter, et de l'autre côté, vous avez un ressenti qui est négatif de la part des Français. D'abord parce qu'il y a des Français dont le pouvoir d'achat baisse, quelqu'un qui perd son emploi, par exemple, aura son pouvoir d'achat qui baisse, mais le ressenti, si vous voulez, c'est pas un calcul statistique, c'est simplement qu'on a des dépenses contraintes qui sont de plus en plus élevées. On a parlé des prix du carburant, on peut parler de l'électricité aussi, la hausse des prix de l'électricité dans les tuyaux, visiblement. Et du gaz aussi. Et du gaz aussi. Donc, si vous voulez, vous avez des dépenses contraintes qui prennent de plus en plus de part sur votre budget mensuel, ce qui fait qu'une fois que vous avez payé tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est pris sur votre compte en début de mois, et ben le 10 du mois, il ne reste plus rien. Vous êtes à découvert et vous dites, mais c'est pas possible, mon pouvoir d'achat, il baisse. On va poser la même question à Louis Falgoux, à Louis Chambon, maire du Falgoux. Pouvoir d'achat dans une petite commune de 120 habitants, c'est quelque chose dont on parle chaque fois qu'on se rencontre. Vous êtes un maire de proximité, les gens n'ont qu'à faire quelques mètres pour venir vous rencontrer, soit en mairie, soit chez vous. D'engueulade, comme on dit, c'est vrai. 160 habitants chez vous. C'est ça. Non, le pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est une préoccupation. Moi, je suis sur un territoire où on a essentiellement des retraités, commerçants ou retraites agricoles, donc des petits revenus. Et c'est vrai qu'avec l'augmentation du prix du carburant, où quand nous, on fait beaucoup de kilomètres et il n'y a pas de transport
le transport en commun et le transport public. Donc c'est vrai qu'on est dépendant au gasoil. Il y a un sentiment général, c'est vrai, de vivre à crédit. Hein. Je crois qu'au-delà de ce qui se passe au Falgoux, c'est assez vrai pour la société entière. Et c'est vrai que le pouvoir d'achat, malgré les statistiques qui, c'est vrai, elles ont l'air d'être dans le vert, les gens ont l'impression d'être dans le rouge. On va se tourner maintenant vers Bernard Boissier parce qu'on va aborder la deuxième partie de cette émission, les services publics. Les données produites par l'INSEE montrent qu'en Auvergne, les plus riches habitent dans les agglomérations, surtout autour des grandes villes et à proximité des autoroutes, et que la richesse des Auvergnats est moindre dans le massif de l'Artense, par exemple, ou du Césalier dans le Cantal, en Margerie dans Haute-Loire, ou une partie du Livradois, où là, on se plaint le plus de la disparition des services publics. Oui, alors les Gilets jaunes et plus largement, devrais-je dire, les Français qui ne vivent pas en ville ont le sentiment que le développement économique passe exclusivement par les métropoles. C'est vécu comme une profonde injustice. Écoles, services de santé, sécurité sociale, CAF, Pôle emploi, les gendarmeries, bien entendu, et même les perceptions qui ferment. Sacha Leduc, il est sociologue à l'Université d'Auvergne, spécialiste de la sociologie du travail, de la santé. Et lui, vous allez l'entendre, il parle de déclassement. L'impôt, les taxes posent la question de qui paye. À la fois qui paye, mais aussi qu'est-ce qu'on fait de nos contributions. Et donc, d'une certaine façon, pose la question de l'État et de son action, de sa mise en œuvre par les services publics. C'est-à-dire que la modernisation des services publics, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. On ne peut pas faire comme si, par exemple, la désertification médicale, en particulier la fermeture d'hôpitaux, de maternités de proximité, ça venait juste d'arriver. Disons que ça fait 30 ans que l'État fait face à un défi qui est comment faire avec toujours moins de moyens dans un contexte d'augmentation des demandes de la part des usagers, donc des demandes de plus de soins, des demandes de plus de sécurité, des demandes de plus d'éducation, etc. Bernard Boissier, vous êtes président du collectif de défense et de développement des services publics en Combrailles. Ce sentiment d'abandon, vous le percevez ? Ah, mais tout à fait. Hein. Il n'y a pas de jour ou du moins d'années où il n'y a pas une ou plusieurs classes qui ferment sur le territoire des Combrailles et ailleurs. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le cas en ce moment, puisque le couperet est tombé et sur notre territoire, on doit avoir 4 classes qui doivent fermer. La trésorerie, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, la trésorerie de Saint-Gervais d'Auvergne a fermé au 31 décembre. Le collège de Gia a fermé en début d'année scolaire. Donc c'est vraiment un sentiment d'abandon. Irréversible ? Irréversible, je ne sais pas, mais c'est un combat qui est très dur à mener. On a réussi récemment à sauver le centre médico-psychologique de You, à côté de Saint-Élo-les-Mines, mais c'est vraiment ça a été un travail très difficile, et je pense que le contexte actuel, le contexte des Gilets jaunes, n'a pas été étranger à cette sauvegarde, mais la pérennité n'est pas assurée. Il faut quand même qu'on soit très, très vigilant. Et sur des dossiers qui se sauvent comme ça, on sait très bien que 2-3 ans après, ça risque de revenir sur la table. La trésorerie de Saint-Gervais, par exemple, on s'était battu il y a 2 ans. On l'avait sauvée, 2 ans après, elle ferme. On nous dit que les Français sont attachés à leurs services publics, mais ils sont aussi très critiques, certaines fois. Est-ce que vous le ressentez dans les discussions que vous avez avec ceux qui vous entourent, ceux qui sont nos concitoyens ? Je crois, oui, bien sûr. Qui n'a pas entendu, oui, le fonctionnaire qu'on a caricaturé. Bon, j'étais moi-même fonctionnaire, donc mais ceci dit, je pense que maintenant, il y a un autre état d'esprit où les gens ont quand même ont vraiment le sentiment que les services publics s'en vont plus rapidement qu'ils ne s'imaginaient, et certains ont quand même revoient quand même leur position. Je crois que c'est plutôt une caricature sur le compte du fonctionnaire que vraiment une réalité. Pascal Baudelot, je rappelle, vous êtes le maire de Lenat, cette fois-ci je le prononce bien, hein, ou pas tout à fait encore. Si, je suis mieux là, bon parfait, vous me rassurez. Lenat dans l'Allier, exactement, donc c'est à peu près les mêmes caractéristiques, le même constat que vous pouvez faire. Mais comment peut-on faire quand on est dans un secteur où la population, il y a de moins en moins de monde, donc il y a effectivement moins de services publics. Est-ce qu'on peut en même temps avoir besoin de proximité, de services publics, payer moins d'impôts? Vous faites comment là? Écoutez, nous,
Depuis le 1er janvier, nous avons installé un point informatique communal au sein de la mairie. Et je le rappelle qu'il n'a rien coûté aux contribuables, puisque les ordinateurs nous ont été fournis gracieusement par le conseil départemental. Et là, le 2 avril prochain, ouvrira une agence postale communale également dans les locaux de la mairie, qui sont actuellement en travaux, pour justement essayer de rapprocher davantage de services publics au sein de notre collectivité. Parce que je le rappelle, chez nous, il y a près de 70% de personnes qui ont plus de 70 ans, sur une commune de 260 habitants. Est-ce que ça répond aux besoins ou est-ce que c'est une façon de dire on maintient des services publics mais dans des conditions qui ne sont pas abordables par des gens qui, par exemple, l'informatique ne connaissent pas bien ? Non, et alors justement, notre point informatique communal n'est pas destiné uniquement aux déclarations en ligne, etc. Les anciens et même les moins anciens peuvent également venir utiliser notre point informatique communal pour s'initier. Et ça, c'est notre secrétaire de mairie qui s'en charge. Donc, vous voyez, on essaye, avec nos moyens, nos petits moyens de petites communes, d'essayer de servir davantage nos concitoyens. Alors, le pouvoir est quand même, en France, assez centralisé, il faut bien le dire. Vous avez l'air d'avoir des idées, vous, les maires. Est-ce que, si on vous laissait un peu plus la bride, on vous lâchait un peu la bride, est-ce que vous pourriez faire plus de choses? Est-ce que vous le revendiquez? Est-ce que vous en avez besoin? Par exemple, je vous pose la question au maire de Falloux, Louis Chambon. Louis Chambon, puis après on entendra Flavien Neuvy sur cette question. Ça dépend des niveaux de collectivité, mais nous, pour une collectivité comme la nôtre, c'est vrai, de petit niveau et de petite taille, il y a un besoin d'adaptabilité. Ça, c'est vrai qu'il y a un socle commun, on est tout à fait d'accord, mais après, il faut qu'il y ait des règles qui soient, pour des zones rurales et de faible densité comme les nôtres, qu'il y ait une adaptabilité. Oui. Aujourd'hui, concrètement, c'est vrai qu'par exemple, on a une petite station de ski, nous. On est soumis aux mêmes règles et aux mêmes problématiques que les grandes stations. Ce qui va nous courir à la perte, mais ça a été identique pour un paquet de mises aux normes. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment où on est en train d'organiser le déménagement du territoire. Et ce sentiment, c'est vrai qu'aujourd'hui, les concitoyens le ressentent parfaitement. Mais la marge de manœuvre, si on ne nous laisse pas une bouffée d'oxygène et un assouplissement de quelques règles, on sera vraiment coincé. Flavien Neuvy, vous êtes maire de Sébaza, conseiller départemental du Puy-de-Dôme. On voit que les gens demandent de plus en plus de choses. Est-ce que notre pays peut encore se payer ce qu'il souhaite? Les dotations aux collectivités baissent régulièrement et on va prendre l'exemple de l'hôpital. Un hôpital aujourd'hui, un scanner, il faut pouvoir le rentabiliser entre guillemets, même si les services publics n'ont pas à être rentables. Oui, c'est difficile parce qu'on a les dépenses publiques pèsent lourd au niveau national. Les marges de manœuvre, à mon avis, sont assez limitées sur le plan budgétaire. Donc toute la question, c'est de savoir comment on peut transformer les choses, comment on peut finalement inventer le service public de demain, sachant que c'est très difficile pour les communes qui sont dans des zones rurales, évidemment. Aussi dans le périurbain, si je prends l'exemple du canton de Sébaza, on voit bien que les horaires de la Poste évoluent. Hein, on est en train de réduire les horaires, que le commissariat de Gerzat, dont la ville de Sébaza dépend, c'est plus un commissariat de plein exercice. Et puis petit à petit, peut-être qu'un jour il fermera, on n'en sait rien. En tout cas, il en a été question à un moment donné. Donc on voit que ce recul-là, finalement, il touche toutes les zones en France. Je rajoute 2 points. Le premier point, c'est que c'est vrai que les maires ont été mis un peu au second plan depuis plusieurs années grâce à cette crise des Gilets jaunes. Je dis bien grâce, finalement. À Paris, ils se sont rendus compte que les maires existaient encore et qu'ils pouvaient servir à quelque chose. Donc ça, c'est un des points positifs. Oui, parce qu'on a enlevé beaucoup de compétences aux communes. On les a étranglées financièrement. D'ailleurs, c'était plutôt sous le quinquennat précédent, je le dis, parce que le président Macron n'a pas baissé les dotations. Il y a un jeu de répartition, mais c'est le président Hollande qui a fortement baissé les dotations. Il faut le rappeler de temps en temps. Et c'est vrai qu'on étrangle financièrement les collectivités territoriales et il y a un phénomène de recentralisation qui est très négatif. Et le dernier point, je termine par là, c'est que on souffre aussi en France depuis plusieurs années de ne plus avoir de politique d'aménagement du territoire. On n'a plus de ministre de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, il doit se penser sur du long terme. On n'en a plus. On n'aménage plus le territoire. Vous le dites avec des mots techniques d'élus. Comment les gens le disent dans les grands débats ? Les gens, ils disent qu'ils ne comprennent pas que les maires, finalement, au fond, aujourd'hui, soient de moins en moins à même de répondre à leurs demandes. Parce que quand il y a un problème, la porte d'entrée de la République, c'est la mairie. C'est le maire, parce qu'effectivement, le maire, on sait où le trouver, c'est facile. Et qu'aujourd'hui, de plus en plus, les maires disent « ça, on ne peut pas s'en occuper, c'est pas nous, on ne peut pas, etc. » Et donc, les citoyens ne comprennent pas. Ils disent « mais on a voté pour vous. » Ah oui, mais c'est plus nous qui nous en occupons. Donc, on a un problème démocratique majeur. J'espère que le président de la République s'en rend compte. Il rencontre des maires, beaucoup en ce moment, et je crois que tous les maires lui disent la même chose. Il faut arrêter d'enlever des compétences aux communes et il faut arrêter de les étrangler financièrement. Plus on est proche du terrain, plus on est efficace et moins on fait d'erreurs.
Moi, ça coûte cher aussi, d'ailleurs, accessoirement. On va aborder à présent la troisième partie de cette émission, la mobilité, les gilets jaunes. Souvenez-vous, c'est un accessoire qu'on a tous dans nos voitures, mais c'est devenu un nom, presque une marque, un signe de reconnaissance. Et cet accessoire est sorti des boîtes à gants pour aller, dans un premier temps, derrière les pare-brises, sur les tableaux de bord. Et puis, il s'est retrouvé sur le dos des mécontents. C'est dire le lien qu'il y a entre les gilets jaunes et la question de la mobilité. Oui, la mobilité, question essentielle chez nous, dans une région très marquée par un grand éclatement de l'habitat. Le déplacement est essentiel de nos jours. Il n'y a pas d'ailleurs d'autre alternative à la voiture. Alors, la réduction, on en a beaucoup parlé, de la vitesse à 80 km/h hors les 2x2 voies, très décriée. Hein. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Vous deux, issus du milieu rural, par exemple, dans les Combrailles, si on n'a pas sa voiture... Si on n'a pas sa voiture dans les Combrailles, on ne se déplace plus, on ne va pas travailler, on ne va plus faire les courses. Non, c'est essentiel à la vie des Combrailles et de tous les territoires ruraux. Je crois que les trois maires présents peuvent dire la même chose. C'est indispensable. Voilà. C'est pareil, bien sûr. Justement, Est-ce qu'il y a des possibilités, là aussi, réinventer les choses qu'est-ce qu'on, bon, il n'y a pas de transport en commun, c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'on peut réinventer certaines choses? Du covoiturage, par exemple. Louis Chambon, vous êtes un des plus jeunes maires de France. Vous avez été le plus jeune maire au moment de votre élection. Vous êtes arrivé avec votre smartphone à la main. Est-ce que ces solutions proposées par des startups vous semblent applicables à vos territoires? Que moi j'arrive avec le smartphone, c'est peut-être une bonne chose. Non, mais après, ça passe chez vous? Ça va, il y a eu des améliorations. C'est le débit Internet. Le téléphone, il n'y a pas à se plaindre. Non, mais après, il y a les personnes âgées, essentiellement, hein, chez moi, à la commune. Et c'est à eux que je pense. Voilà, eux, le smartphone et Internet, c'est des choses qui sont plus compliquées. Il faut qu'on ait un opérateur physique avec une présence physique pour pouvoir organiser le transport. Après, il y a eu un problème avec la loi NOTRe. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat technique, mais le transport a été confié à la région. Aujourd'hui, nous, on voit bien pour le ramassage scolaire de 5 enfants dans notre vallée, la région est incapable de s'en occuper. Donc, ça a été retransféré au département. On voit bien à un moment qu'on marche sur la tête avec cette organisation territoriale qui a été complètement désorganisée. Et à l'origine, prévue pour faire des économies, on n'en fait pas, mais ça, c'est un autre débat. Mais nous, très concrètement, les gens, c'est l'outil du quotidien, c'est la voiture. Vous avez les grandes surfaces, la sous-préfecture, à 30 km environ. Les gens, s'il n'y a pas de voiture, on ne peut pas y aller. Donc, c'est vrai que le smartphone, les nouvelles technologies, moi, je veux bien. Après, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas accès. Et donc, ces gens-là, il ne faut pas les laisser sur le carreau. Donc, on fait du covoiturage, ou j'ai envie de dire municipal, parce que les voisins, on fait surtout de l'entraide et de la solidarité. Au-delà de la collectivité, c'est le bon sens même des voisins. Et on s'organise comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a un abandon là-dessus des pouvoirs publics, entre guillemets, on en fait partie, mais la solution, elle est quand même compliquée parce que le transport, c'est coûteux. Pascal Baudelot, le mouvement des Gilets jaunes, on l'a caractérisé, on l'a décrit comme un mouvement de solidarité. Est-ce qu'il est en train de relancer des solidarités, et notamment sur les déplacements, sur la mobilité? Est-ce que vous pensez qu'on est prêt à se tourner vers son voisin pour trouver des solutions? Ah oui, absolument. Moi, je pense que, et on croit beaucoup dans nos territoires, à l'entraide, parce qu'il y a cette proximité, d'ailleurs, dans nos campagnes, et les gens... Et les gens s'entraident. Quelqu'un a besoin d'un véhicule pour aller chez le médecin, pour aller chez le kiné. Naturellement, j'oserais dire, naturellement, le voisin va dire, ben moi, demain, à telle heure, je peux te conduire, ma fille ira te rechercher. Vous voyez, il y a quand même cette solidarité-là qui existe dans nos petits territoires, et heureusement. Et heureusement. Alors la voiture est indispensable, il y a des gens, des travailleurs pauvres, des gens en difficulté. Il y a cette fameuse prime à la conversion qui a été créée, 4 000 € maximum pour vraiment les plus démunis. Ça ressemble quand même, Flavien Neuvy, à une usine à gaz. Est-ce que vous y croyez, vous ? Non, c'est un bon dispositif, il est incitatif et il permet... Difficile à obtenir. Difficile à obtenir, c'est vraiment le reproche qu'on peut faire, mais en France, de toute façon, tout est compliqué. Dès qu'il y a des dispositifs, plus personne n'y comprend rien. On a l'impression, même quelquefois, on se demande si c'est pas fait exprès, justement, pour que les gens n'y aient pas droit. Mais en tout cas, le dispositif est incitatif et permet à des gens, y compris ceux qui achètent des voitures d'occasion, de bénéficier d'aides publiques importantes. Je dis juste un mot sur la voiture, qui au fond... encore une fois, vu de Paris, n'est pas un objet nécessaire au quotidien. Ah, c'est sûr, quand vous habitez à Paris, vous avez tous les transports publics à disposition. Mais je suis désolé, dans le reste de la France, la voiture est bien souvent une obligation. Et elle fait souvent victime, si vous voulez, de coupable idéal. On tape beaucoup sur la voiture, mais le problème, c'est que quand on tape sur la voiture, on tape aussi sur l'automobiliste qui est à l'intérieur, qui dépense beaucoup d'argent pour se déplacer,
pour aller travailler, pour aller chez le médecin, pour vivre. Et donc, je crois aussi j'espère que là aussi, le gouvernement a compris que, en l'occurrence, la taxe carbone, puisque c'était ça qui était en partie à l'origine de la hausse des carburants, la trajectoire n'était financièrement et socialement pas tenable. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais il va y avoir d'autres grands débats. Vous allez y participer. Bernard Boissier, vous nous avez dit que vous allez, au sein de votre association, poursuivre la discussion. J'espère que cette discussion qu'on a eue aujourd'hui vous inspirera et vous donnera des pistes aussi de réflexion. Merci de nous avoir suivis au cours de cette demi-heure d'information, une émission qui a été préparée par les rédactions de France Bleu Pays d'Auvergne et de France 3 Auvergne. Et merci à vous, Cyril. Merci à France 3 d'avoir accueilli France Bleu Pays d'Auvergne dans ses studios. Merci à vous. Une émission qui sera diffusée à la radio et à la télévision. Bon après-midi à tous.